Bonjour à tous, bienvenue au Balado Urbania. Moi, c'est Benoît et à chaque semaine, on fait une incursion dans les coulisses d'un reportage ou d'un article qui a été très populaire. Et aujourd'hui, je reçois la sexologue Myriam Daguzan-Bernier qui écrit un article qui était très populaire sur urbania.ca à propos des masculinités, au pluriel. Merci d'être avec nous, Myriam. Merci de me recevoir. Veux-tu me raconter un peu qu'est-ce qui était ton questionnement et qui était ton intérêt à propos des masculinités? Ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Déjà, dans mon bac en sexo, j'avais fait des travaux un peu là-dessus. Puis là, ce qui m'intéressait en particulier, c'était, entre autres, toute la folie autour de Heated Rivalry, évidemment, que j'ai adoré et que j'ai juste hâte de revoir. Et ça a amené plusieurs questionnements sur, en fait, les types de masculinité puis comment on représente la masculinité maintenant. Parce que plein de gens les voyaient démontrer, tu sais, en dehors des takes, en dehors de la série, des câlins, sont très proches physiquement, ils se donnent des bisous, des trucs comme ça. Puis les gens étaient comme, mon Dieu, il y a comme une espèce de masculinité décomplexée totalement. Fait qu'il y avait un article de Dem qui est sorti il y a quelques semaines / mois de ça, dans lequel on dit que est-ce que la sexualité ambiguë, c'est la nouvelle métrosexualité, en fait. Puis on questionne les postures masculines, puis entre autres, on parle aussi de Pedro Pascal, sur qui on pose plein de questions sur sa masculinité, mais aussi sa sexualité. Est-ce qu'il est gay? Est-ce qu'il est bi? Est-ce qu'il est pan? Ultimement, on s'en fout, on s'entend, c'est de ses affaires. Puis on parlait aussi, entre autres, de... Là, je vais probablement massacrer son nom de famille, mais Alexander Skarsgård, je sais pas si on le dit bien, là, mais dans Pillion, entre autres, un film qui vient de sortir, où il a dit des choses en entrevue qui laissait peut-être penser qu'il était bi. Donc, il y a un gros questionnement en ce moment sur comment démontrer une masculinité. Puis dès qu'on sort un peu de la masculinité virile, traditionnelle, il y a tout le temps une espèce de questionnement qui est comme, là, la personne est-tu gay? La personne est-tu bi? Es-tu pan? Etc. Alors qu'ultimement, on s'en fout. Il y a mille et une façons d'être un homme, en fait. Fait que c'est un peu parti de là ma réflexion pour cet article. Puis, tu sais, dans cet article-là, tu dis, tu sais, tu soulignes le fait qu'on en fait un spectacle, qu'on en fait un objet d'obsession culturelle. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose qu'on la souligne, puis qu'on en fait un... Absolument. C'est qu'en fait, moi, ce que je trouve, il y a une différence entre la souligner, comme tu dis, qui est un peu aussi, tu sais, je le vois sur TikTok, sur Instagram, la sexualité et la masculinité des gars de Heated Rivalry, elle est glorifiée, là, vraiment, en ce moment, mais en même temps, il y a tout un autre pan de l'autre côté qui la scrute, qui l'analyse, mais pas d'une façon nécessairement positive, comme l'autre côté, on la glorifie, puis on est comme enfin une représentation de la masculinité qui est décomplexée, qui est vraiment plus comme je pourrais dire, plus fluide, en fait. Mais il y a tout le temps l'autre côté qui est comme, on a besoin de savoir c'est quoi leur orientation sexuelle, parce qu'on dirait qu'un gars, là, je vais vraiment y aller dans les clichés, je vais mettre des gros guillemets, là, mais un vrai gars hétéro, mettons, ça pourrait pas jouer ces rôles-là. Puis là, en plus, les gens sont fourvoyés parce que là, j'oublie son nom, là, c'est Shane dans la série, là, mais c'est Hudson Williams. Hudson Williams, merci, c'est ça. Qui a une copine. Fait que là, les gens étaient comme, oh my God, mais il est capable de jouer un gars gay. Ben oui, c'est un acteur. C'est sa job dans la vie. Fait que c'est un peu ça, moi, qui me dérangeait. C'est pas le côté de le glorifier. Au contraire, je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est toutes les gens que je voyais qui étaient comme, il faut absolument qu'on pinpoint c'est quoi leur orientation sexuelle. Mais c'est pas important. Mais ça vient de où, tu penses, cette obsession-là de vouloir mettre les gens dans des cases? C'est de tout temps, en fait. Là, je pense qu'on a cette obsession-là. En fait, mettre des étiquettes, c'est comme à double tranchant, mettons, parce que moi, je travaille avec la clientèle, mettons, en sexo et tout, puis pour certaines personnes, avoir une étiquette, c'est vraiment important pour son identité, son orientation sexuelle, pour paraître au monde, en fait. C'est pour dire... Moi, je m'associe à cette étiquette-là, puis c'est important, puis ça fait que ça me donne l'empowerment, etc. Mais il y a de l'autre côté d'étiqueter les gens, puis de les rentrer dans une case, puis pas pouvoir les sortir de là. Fait que je pense que de tout temps, c'est rassurant de mettre des étiquettes sur les gens. Ça permet de mieux comprendre, puis faire « Ah, toi, je te classe là-dedans, toi, je te classe là-dedans. » Puis si c'est fluide, les gens sont comme en mode « Oh my God, je comprends pas trop ce qui se passe. » Fait que je pense que c'est de tout temps qu'on a fait ça, là, vraiment. Écoute, tu soulèves un point que je voulais aborder peut-être plus tard, mais je vais t'en parler ici. Tu sais. On avait fait un article, ma collègue Malia, mon ancienne collègue Malia avait fait un article en 2024, je pense, sur Harry Styles.
et sur le queerbaiting. Ouais. Est-ce qu'il y a ces étiquettes-là, genre, qui sont très importantes pour les gens qui sont marginalisés? Est-ce qu'il y a un danger de les exploiter? Ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, on le sait qu'il peut y avoir une utilisation de tout ça pour rameuter un peu une communauté, ben des communautés, puis un public qui est queer, parce que ça va être plus payant, parce qu'il y a des enjeux monétaires derrière, puis on est comme, on veut aller chercher ce public-là qui est amateur de culture, amateur, tu sais, qui consomme des produits culturels. Fait que c'est sûr qu'il y a un intérêt des producteurs, etc., à aller vers là. Mais en même temps, il y a comme, tu sais, des fois, ça peut être juste aussi dans une visée de montrer des réalités diverses. Puis ça tombe que, je sais pas moi, ce gars-là qui chante des tunes, qui est musicien puis qui est acteur aussi, clairement, est capable d'aller dans ces ranges-là. Mais ça, c'est toute la question, puis ça, je trouve ça délicat, mais de qui devrait interpréter quel rôle aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est tu sais, ça dépend. J'ai pas de réponse finale par rapport à ça. Mais je pense que oui, il y a un danger d'avoir du queerbaiting parce qu'il peut y avoir une notion derrière qui est comme on va faire de l'argent avec ça, on va aller chercher un public qu'on n'a pas pour l'instant. Mais en même temps, on a besoin de représentations diverses à la télé, au cinéma, etc. Fait que c'est comme un entre-deux. En tout cas, j'ai comme pas de réponse claire. Là, mais je vais te suivre là-dessus. Est-ce que, oui, les étiquettes sont importantes, mais est-ce que ultimement, est-ce qu'on devrait, en tant que société, chercher à s'en débarrasser? Est-ce que les gens... Est-ce que la forme ultime de masculinité, c'est pouvoir profiter un peu de tout le spectre des émotions, de la sexualité qui nous est disponible? Je suis super d'accord avec ça, sauf que, comme je t'ai dit, moi, dans ma pratique clinique, par exemple, puis je sais que c'est la même chose pour des collègues aussi, pour certaines personnes, pouvoir avoir une étiquette, une certaine étiquette qui est choisie, qui est voulue et non pas apposée, mettons, ou supposée, bien, des fois, là, ça peut être la chose qui fait en sorte que tu te comprends mieux, que tu peux dire, tu sais, je pense, moi, je travaille beaucoup en santé trans et non-binaire, entre autres, puis il y a plusieurs personnes qui me disent, le jour où j'ai pu comprendre que j'étais une personne trans, ça m'a tellement aidée, ça m'a tellement montré comme qu'il y avait d'autres personnes comme moi, qui avaient... Fait que, tu sais, c'est pas anodin non plus de pouvoir s'approprier une étiquette pour dire, OK, je comprends mieux comment je me sens, je comprends mieux comme... Tu sais, je pense à des personnes qui sont sur le spectre de la sexualité, là, tout d'un mot, là, pas la sexualité. Puis, tu sais, il y en a pas tant, là, c'est à peu près 1% de la population mondiale, mais quand d'autres gens apprennent qu'il y a d'autres personnes qui sont asexuelles, c'est comme, oh my God, OK, ça existe, je suis pas tout seul là-dedans. Fait que, tu sais, l'aspect d'avoir une étiquette peut être vraiment... je dirais quasiment des fois vital, salvateur. Mais c'est sûr que d'un autre côté, mon travail de sexologue depuis des années avec mes livres, quoi que ce soit, a un aspect de « hey, on s'en sac des étiquettes, on peut-tu se l'en défaire? » Fait que oui, je suis d'accord avec toi, mais ça peut pas être... Ben, tu sais, comme dans tout, il y a plein d'aspects. Je pense pas qu'on peut s'en débarrasser comme ça parce que ça n'a pas juste des mauvais côtés, ça a aussi des bénéfices d'avoir des étiquettes. Absolument, je comprends ce que tu veux dire. Puis je dis souvent aux gens, pour moi, dans un monde idéal, l'orientation sexuelle de quelqu'un, c'est aussi important que la couleur de ses yeux. Ouais. Puis, fait est-ce que la rédemption serait pas dans la normalisation des étiquettes? Dans la normalisation des différentes sexualités? Bien, je pense que plus que la normalisation des étiquettes, je pense que c'est la normalisation d'une variété d'orientation sexuelle, d'une variété d'identité de genre, d'une variété d'expression de genre. C'est plus là que d'avoir comme... Parce que, tu sais, si on fait une normalisation des étiquettes, je sais pas comment dire, c'est comme si on mettait un pot avec plein de petits noms, puis on dit, voilà les étiquettes que tu as le droit d'utiliser, mais il y en a toujours qui vont se rajouter. Fait que normalisation, on veut pas non plus amener une banalisation qui vient avec ça, parce que quelqu'un, par exemple, tu sais, je sais pas, moi, je vois beaucoup, depuis un certain temps, avec ce qui se passe avec les masculinités, entre autres, après les mouvements MeToo, plusieurs femmes qui vont dire, « Hey, moi, pour vrai, je veux plus dater des hommes, je vais faire du lesbianisme politique », ben ça peut être important d'avoir cette étiquette-là pour comme dire, voilà comment je me sens maintenant, voilà ce que j'embrasse maintenant. Fait que c'est comme, je sais pas si normalisation, pour moi, ça sonne un peu comme banalisation. Je pense que c'est une normalisation d'une fluidité dans la sexualité. J'allais dire de diversité, mais de fluidité. Diversité, fluidité, inclusion. Okay. Moi, je pense que c'est vraiment ça. La fluidité, j'aime beaucoup ça. Ouais. Un autre aspect de ton article qui m'a beaucoup intéressé, c'est que tu faisais un lien avec la métrosexualité.
Ouais. qui avait été un énorme schisme dans le temps. Là, les métrosexuels se faisaient accuser de toutes sortes de choses. Mettre une... Il y avait les gastrosexuels. Ah oui, mettre les lumbersexuals aussi. Tout ça. Mais tu sais, est-ce qu'il y a... Tu sais, parce que beaucoup de cette ambiguïté sexuelle-là dans la culture populaire passe par la mode. Oui, c'est vrai. Tu sais, est-ce qu'il y a moyen, tu penses, de réintégrer ces codes-là comme la métrosexualité a été réintégrée un peu dans l'identité masculine? Ben, tu sais, je pense que ultimement, tu sais, ça fait... Pour moi, là, bottom line, là, si je peux dire ça comme ça, c'est juste que ça fait partie d'un spectre très vaste des masculinités. Fait que, tu sais, il peut y avoir des gens, s'il y a des gens des personnes masculines qui veulent se nommer métrosexuels puis que ça leur correspond et tout, c'est juste que la métrosexualité a été utilisée un peu comme une joke, puis un peu comme une moquerie pour dire qu'il y avait des gars hétéros, puis ça, c'était bien important, des gars hétéros qui faisaient attention à eux autres. Comme si... Quand t'es je vais encore mettre les gros guillemets, un vrai gars, là, faut pas que tu fasses attention à toi, faut pas que... What the fuck? Je veux dire, c'est quoi ça? Je veux dire, tu peux être de n'importe quelle identité puis faire attention à toi ou pas faire attention à toi. Tu sais, c'est pas lié à un genre en particulier. Fait que moi, ce qui m'agace avec ça, c'est surtout ne pas les utiliser comme des moqueries ou comme des éléments pour mettre à l'index un peu puis faire « Ouais, mais ça, c'est un métrosexuel. » Ouais, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, ultimement? Ça veut juste dire que c'est un gars qui se dit hétéro, qui fait attention dans son apparence, qui s'intéresse à la mode. C'est pas mal juste ça que ça définit, là, tu sais. Je veux dire, il pourrait bien coucher avec des gars, avec des filles, avec qui veut. Je veux dire, ultimement, c'est la personne qui se définit. Fait que ramener ces étiquettes-là, pourquoi pas si, encore une fois, la personne se sent... ça va se dire mal, là, mais empowered par ça, mais pas parce que c'est quelque chose qui va mettre à l'écart, par exemple. Fait que, tu sais, l'ambiguïté sexuelle dont je parle dans l'article aussi, ben je veux dire, ça peut marcher aussi pour les femmes, ça peut marcher... Tu sais, c'est pas une question de genre pour moi. Parce que je sais pas si ça répond à ta question. Absolument, mais tu sais, je vais t'en poser une autre par rapport à ça. Tu sais, le porte-étendard de ce mouvement-là, dans le temps, c'était David Beckham. Puis David Beckham est considéré aujourd'hui comme un vrai gars, un athlète, c'est drôle, je me rappelais pas de ça. Un businessman qui est très accompli. Pourquoi tu penses qu'il a été réintégré comme ça dans une image de masculinité? Est-ce qu'il y a eu un progrès? Ben, je sais pas s'il y a eu un progrès dans le sens où, tu sais, il est encore en... Tu sais, je le connais pas très bien, là, je suis pas sa carrière et tout, mais la seule chose que j'ai vue récemment, c'est sa pub de bière, là, où il se fait cruiser, puis les filles veulent la bière, finalement. Mais, tu sais, il est quand même très dans les stéréotypes de virilité masculine, quand même. Tu sais, oui, je pense qu'il a été mis là-dedans. Tu vois, je m'en rappelais pas qu'il avait été un peu l'égérie de la métrosexualité, mais probablement que c'est parce que c'est un gars qui s'intéresse énormément à la mode, tu sais, qui est très, très stylé, etc. Sa femme aussi, d'ailleurs, les deux sont connus pour ça. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il est quand même encore... Il a été réhabilité, mais, tu sais, il est quand même... Ben, il est hétéro. Il correspond aux normes de beauté masculines. Il correspond à une certaine norme hétéro-cis-normative. Ça se répète, là, mais bref, tu comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais, dire. tu sais, fait que je suis pas vraiment étonnée qu'il soit réhabilité parce que des figures un peu plus... qui clashent un peu plus que ça ne sont peut-être pas... Là, j'ai pas d'exemple pour faire exprès qui me vient en tête. Ben, c'est ça, là, j'essaie de penser, tu sais, à des figures de masculinité qui sont vraiment... Ben, tu sais, je pense à Pedro Pascal, mais je pense que les gens sont plus curieux, mais ils correspondent quand même aux critères de beauté. C'est juste qu'il y a une ambiguïté sexuelle qui vient avec lui. Je sais pas pourquoi j'ai aucun exemple qui me vient en tête, mais c'est sûr qu'il y en a. Mais des gens qui clashent un peu plus comme ça risquent d'être un peu plus mis de côté, en fait, que réintégré complètement. Puis on le sent en ce moment, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis et tout, il y a une mise en valeur d'une masculinité traditionnelle qui revient beaucoup. On le voit dans les écoles ici au Québec aussi, là, avec des sondages récents qui sont arrivés. Fait que, tu sais, comment il s'appelle, David Beckham, soit rajouté là-dedans, un sportif, je suis pas vraiment étonnée, tu sais. Je comprends. Très long hiatus pour revenir à ça. mais non, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis,
Mais c'est ça. Là, présentement, il y a un retour à la masculinité qui est plus traditionnel. Ouais. On a écouté tous les deux hier le documentaire Inside the Manosphere, disponible sur Netflix. Ouais. C'était pénible. Quand même, ouais, c'était pénible. Mais c'est triste, surtout, je trouve. Ben oui, mais est-ce que tu vois un peu... comment tu vois un peu évoluer cette dichotomie-là qu'il y a entre cette ouverture d'un côté puis d'un refermement de l'autre? Ben, tu sais, je suis pas vraiment étonnée qu'il y ait ces montées de mouvements-là comme ça, de ce qu'on appelle la masculinité toxique, le manosphère et tout ça. C'est là depuis des années, en fait, c'est là depuis longtemps. C'est juste que là, elle est un petit peu plus décomplexée et, mettons, démocratisée, en gros guillemets, parce que il y a des figures d'autorité qui ont été élus, je pense à Donald Trump, il y a Elon Musk qui est un leur modèle en fait, puis qui sont encensés, puis qui sont dans la société des exemples de réussite sociale, financière, de couple aussi, là, tu sais, sont au bras de pitoune, etc. Tu sais, je veux pas juger de ces femmes-là, absolument pas, là, mais tu sais, dans le sens où... Des femmes plus jeunes. Oui, plus jeunes, mais tu sais, qui vont correspondre à certains stéréotypes de beauté féminine et tout ça, tu sais. Mais c'est comme... Je suis pas vraiment étonnée que ça aille vers là parce que il y a la place pour ça en ce moment, on valorise ça. Ce qui me décourage, c'est de savoir, avec les sondages récents qu'il y a eu avec des études, entre autres Sonny Carpentier, Francis Dupidéry, qui ont fait des études là-dessus, c'est qu'ils disaient que ça prend peu de jeunes qui s'intéressent à ça pour un peu contaminer tout le reste. Fait que, tu sais, même si on peut penser que c'est des mouvements qui sont un peu marginaux, et je pense, selon moi, qu'ils sont de moins en moins, ce qui me fait peur, c'est que ça touche des jeunes garçons et jeunes filles qui sont influencés par ça puis qui se disent ben c'est à ça qu'il faut qu'on corresponde, puis c'est comme hey my God, me semble qu'on a trop fait de chemin pour revenir vers quelque chose comme ça, tu sais. Fait que je sais pas, tu sais, je sais que tu m'amenais sur le pas entre les deux, la fluidité, puis comme moi ça me fait peur ces genres de mouvements là, mais en même temps je le sais que plus ces mouvements là vont être de plus en plus massifs et présents, plus il va y avoir un clash, puis plus il va y avoir du radicalisme qui va se faire on the side, j'ai des mots anglais, là, mais sur le côté, par les groupes queer, par les groupes LGBTQ, 2SIA+, tu sais, plus il va y avoir une montée de ce côté-là. La seule chose, c'est que ça reste en ce moment dangereux pour ces groupes-là d'aller de l'avant, puis tu sais, fait en tout cas, encore une fois, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme... moi, je sors de là en me disant que ça me fait peur, puis j'espère sincèrement qu'il va y avoir une espèce de bougie d'allumage qui va faire ça n'a pas d'allure, genre. Ça n'a pas d'allure. Fait que en terminant, tu sais, qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes garçons? Hey, bonne question. J'aimerais ça qu'ils puissent se permettre d'avoir tout le spectre des émotions qui est possible pour les êtres humains. Je trouve qu'on les met beaucoup dans une case, surtout avec ce qu'on a vu, là, le documentaire, puis un peu les résultats qu'on a vus dans les écoles et tout. On leur montre beaucoup une masculinité qui est mise dans une case très fermée, alors que, ultimement, l'expérience humaine, elle est vraiment plus vaste. Tu sais, on leur permet pas d'être vulnérables, on leur permet pas d'aller vers certaines émotions, on leur permet pas d'aller vers certains styles vestimentaires. Hey, c'est contraignant, c'est restreint. Moi, vivre dans une boîte fermée comme ça, je serais vraiment découragée. J'espère vraiment qu'on va arriver à leur montrer que des masculinités plurielles peuvent exister, puis que c'est bénéfique pour tout le monde. Merci, Myriam. Merci à toi. Si vous n'avez pas encore lu son texte, ben, je vous invite à le faire, ça en vaut la peine. Le lien est dans la description de l'épisode. Myriam, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Rafi qui était derrière la console. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire, likez, partagez, abonnez-vous au balado pour ne jamais rater un épisode. Puis si vous voulez plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. À la semaine prochaine.